Donc pendant un peu moins d'une heure, on va vous parler. Alors du coup, c'est important, il faut prendre son prénom Asia. Elle a tout à l'heure dit que c'est impérativement Asia. Non, c'est Asia. Et donc Asia et moi, on va vous parler de recrutement et de RH. Donc c'est un sujet dont je ne sais pas si vous aimez en parler ou pas beaucoup. En tout cas, c'est possible que ce soit un sujet que vous côtoyez au quotidien parce que vous soyez étudiant, entrepreneur, juste salarié, on fait tout du recrutement. Soit on recrute, soit on se fait recruter. Là-dessus, vous me suivez. Cool. Et donc aujourd'hui, on va commencer par cette première partie, donc ce que veulent les candidats. Et alors, on va quand même faire un point particulier sur des candidats plutôt tech, parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, en 2022, le monde il est un peu, il est très tech. Hein, on l'a vu ce matin avec le metaverse, etc. Et donc, moi, c'est vraiment le gros de mon quotidien, c'est recruter des développeurs, des développeuses, des profils plutôt techniques. Donc, j'ai un biais pour les développeurs. J'aime bien les commerciaux aussi. Hein, c'est des consommateurs, je vous aime bien, je vous tolère, mais je préfère les devs. Ils sont quand même beaucoup plus cool. Du coup, ça, c'est une frise chronologique de l'histoire de ma vie, et vous allez me dire, waouh, le mec, il a un boulard énorme, il parle de tout ce qu'il a fait. Le but n'est pas là, vous allez voir. En gros, il n'y a aucun rapport entre tout ce que j'ai fait pendant les 6 dernières années. C'est un peu le but. J'ai commencé à Poitiers, donc clairement, mes chances dans la vie n'étaient pas forcément parties de mon côté. J'ai fait tout type de boîtes différentes. Est-ce que, par exemple, quelqu'un connaît Sigfox, ça vous parle ? Ouais, on en a un, deux. C'est une des startups qui étaient les plus connues à l'époque et qui aujourd'hui sont une des premières de la vague des startups qui sont en liquidation judiciaire et qui se sont fait racheter. Donc c'est un peu la vague, la hype d'il y a 10 ans qui commence un peu à retomber. Mais c'est une boîte qui était extraordinaire pour le coup à l'époque. J'ai fait du conseil, j'ai travaillé dans une boîte que vous connaissez par contre pour le coup je pense tous, une boîte inconnue qui est basée aux Pays-Bas, qui s'appelle Yuki et qui automatise des tâches comptables. Ça vous fait rêver ? Choco, qui il n'y a pas longtemps est devenue une licorne, donc du coup en théorie les boîtes que tout le monde s'arrache et dans lesquelles les pratiques de recrutement sont les meilleures. Là depuis 2 mois, j'ai décidé au bout de 6 ans de faire une pause dans ma vie de salarié et de monter ma boîte qui s'appelle du coup Ikonoki. Ikonoki, c'est un mélange en japonais entre le recrutement et le renard, d'où le petit renard. C'était assez simple. Et pourquoi est-ce que je vous dis tout ça ? Parce qu'en fait, que ce soit dans une boîte qui est en liquidation, mais qui était trop cool il y a 6 ans, dans du L'Oréal, dans du conseil, chez Clearup, qui est une boîte qui a été créée à Rouen par un mec qui s'appelle Arnaud Muller, qui est extraordinaire. Qui connaît Arnaud Muller dans la salle ? Mais ce mec est incroyable, tout le monde le connaît, vous vous rendez compte ? Bon, bref. Donc Arnaud Muller, trop bien, si vous voulez trouver un job trop cool dans la tech à Rouen, allez voir Clearup, ils recrutent de ouf et ils ont une vision de malade. En gros, ils veulent tuer les GAFAM. Je dis que ça. Voilà, donc le point commun, c'est que le recrutement de toutes ces boîtes a été très très mal fait, partout. Et en fait, peu importe la boîte, peu importe qui vous êtes, souvent le recrutement, malheureusement, est mal fait par beaucoup d'entreprises. Et d'ailleurs, pour ça, je vais vous faire un petit jeu, parce que vous êtes assis, et c'est injuste, parce que moi je suis debout, donc je vous demande de tous vous lever, s'il vous plaît. Et tout le monde se dit, oh là, viens de manger et tout. Splendide. Du coup, il y a beaucoup moins de lumière, vous avez remarqué, quand on est tout le monde debout, ça gâche la lumière. Je vais vous demander de vous rasseoir si vous avez déjà abandonné un process de recrutement parce que ça prenait juste trop de temps. Ok ? Un petit peu. Je vous demande de vous rasseoir si vous avez arrêté un process de recrutement parce que vous ne vous sentiez pas respecté en tant que personne en entretien et que la personne était un petit peu méprisante ou en retard de 10 minutes par exemple. Et là j'ai mal au cœur déjà. Et je vous demande de vous rasseoir si dans votre boîte mail vous avez un mail qui commence par « Malgré l'intérêt de votre profil, nous sommes au regret de vous informer que votre candidature ne sera pas acceptée. » Il y a des gens qui passent dans leur boîte mail, donnez-moi votre boîte mail tout de suite. Ou alors ça va dans les spams directement, c'est les gens malins qui mettent dans les spams les messages comme ça. Donc on a tous dans cette salle vécu des expériences nulles en recrutement. Alors je vais pris par exemple, je pourrais donner plein d'autres. Et donc aujourd'hui le but c'est de vous expliquer, après 6 ans à parler à plein de candidats à longueur de journée et dans plein de boîtes différentes, qu'est-ce que veulent les candidats et comment en tant qu'entreprise il faut se comporter pour recruter du coup ces candidats. C'est l'objectif, l'agenda d'aujourd'hui, avec 3 étapes. Et donc j'ai mis la vie d'un candidat. Donc première étape, c'est quand on est un développeur, typiquement c'est mon biais de développeur. Quand on est un développeur aujourd'hui, on se fait chasser à longueur de journée. Donc s'il y a des développeurs dans la salle, est-ce qu'il y a des développeurs dans la salle ? Non. Est-ce que vous avez des messages au moins un par semaine ? Ouais. Un par jour ? Ouais, plus un par semaine. Et quand on est dans une startup à Paris, c'est à peu près 10 par jour. Les gens, ça n'arrête jamais. Et donc, du coup, c'est compliqué. Deuxième chose, quand du coup, les gens veulent candidater, donc j'ai trouvé un nouveau job,
ça fait peur de candidater. Et c'est jamais agréable, on a des fiches de poste qui sont pas belles, on a des process qui sont trop longs, etc. etc. Et troisième chose, du coup, le process ne fonctionne pas. Donc c'est les 3 étapes qu'on va voir ensemble. Et vous allez voir, à la fin, vous aurez une slide qui récapitulera tout. Donc voilà, vous pouvez, si vous voulez, prendre des notes, mais à la fin, il y a un truc où il y aura les 12... non, il y en a 12. Il y a 12 choses à faire en tant qu'entreprise pour recruter efficacement. Il y aura ça à la fin. Teasing. Parcours d'un dev. Le dev, aujourd'hui, comment... Ah, je vais essayer le coup des ombres chinoises. Non, c'était... Comment ça va, hein. Aujourd'hui, un dev, il arrive, il se pose des questions. Est-ce que je dois rester dans ma boîte? Est-ce que je dois partir? Et là, je mets chaque petite allumette, c'est un message de recruteur. Prenons ici, ça serait 2 semaines de temps, le temps de réfléchir, est-ce que je pars de ma boîte ou pas? Et en 2 semaines, il y a des messages de recruteurs qui tombent. Donc du coup, déjà, c'est compliqué. Et en fait, en termes de charge mentale, quand on a plein de gens qui nous contactent, c'est pas forcément agréable. Ensuite, on rentre en process et c'est un peu bizarre, une fois qu'on a postulé. Et souvent, il y a ce qu'on appelle le test technique de la mort, parce que quand on est développeur, souvent, on a des tests à rallonge. On me demande, tiens, si vous voulez, vous avez 2 jours pour refaire l'application Airbnb. Allez hop. C'est des vrais trucs qu'on demande vraiment dans des boîtes, de refaire Airbnb en 2 jours. Ensuite, on choisit parmi ces 5 offres, et, parce que souvent on a quand même pas mal le choix en tant que développeur, et donc on a cette chance-là. Ça, du coup, c'est la théorie. En réalité, c'est comme ça. Parce qu'il y a plein d'étapes, et parce qu'il y a plein de recruteurs qui passent votre temps, même quand ils sont en process, à vous contacter. Et donc, du coup, la vie d'un développeur est un cauchemar. Donc, je vous apprends à ne pas faire vivre cette vie-là en tant qu'entreprise à ces développeurs. Alors, peut-être que si c'est un biais, vu que... Alors, je viens de la province de très loin, de Poitiers, mais je vis en ce moment à Paris, parce que j'ai un biais aussi depuis 4-5 ans à avoir des développeurs parisiens qui sont peut-être plus sollicités qu'ici, donc peut-être que vous n'êtes pas entièrement d'accord avec ce que je vais dire, mais pour un développeur parisien, ça ressemble à ça. Donc c'est un process juste terrible, ou c'est juste insupportable. Écoutez, recruteur, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai fait un test ce matin. Je vous laisse lire. Du coup, je suis content de faire un métier qui est apprécié par la population. Et j'ai fait la même chose en anglais parce que c'est quand même beaucoup plus drôle. Donc, ghost you, go silent or important, ask for current salary, don't respond. Il y en a que j'ai pas compris dans le SSM, mais je crois que c'est le sécurité sociale, un truc comme ça. Et le dernier, il est quand même fort, quoi. Or bad for your career. Donc, c'est un métier qui est cool. Ça fait plaisir. Du coup, en tant que recruteur, ça marche pas non plus. Et donc, en fait, on a une situation où personne n'est content. Et donc, moi, je vais vous montrer en 12 points comment résoudre cette situation. Première étape, la chasse. Aujourd'hui, ce qui se passe, les recruteurs sont à côté de la plaque. Ils confondent Java, JavaScript. Alors du coup, si vous n'êtes pas dev, peut-être que vous ne comprendrez pas, mais si vous êtes dev, vous allez comprendre. Les messages ne sont pas personnalisés. Souvent, les messages commencent par oui, on est une boîte qui fait ci, qui fait ça, on est leader dans le secteur. Nanana. Les gens pensent qu'à eux en disant que c'est cool parce que c'est la meilleure boîte et ils ont zéro humilité. La plupart des messages, si vous remarquez ce qu'ils ont en commun, c'est que les gens pensent qu'ils sont tous la meilleure boîte au monde. Quand vous parlez à quelqu'un qui pitch la startup, ils vont tous changer le monde. Mais vraiment tous. Il n'y en a pas un qui dit non, moi je veux une croissance stable et sereine et je veux juste créer 4 emplois. Non, ils veulent tous remplacer Google. Tous. Donc la chasse, souvent, elle est mal faite parce qu'elle manque de ces points-là. Et donc, maintenant que vous savez ça, du coup, je dois faire quoi? Ça, c'est Lorraine, c'est une collègue de chez Clara, donc si vous voulez travailler avec elle, postulez chez Clara. J'y suis plus, hein, mais je fais encore de la pub pour eux parce que je les aime bien. Première étape. On essaye de comprendre la vie, et donc là, un dev remplacé par n'importe quel job, mais en fait, on comprend, vous comprenez les gens à qui vous parlez. En fait, c'est quand vous parlez à des gens dans la vraie vie et pas dans la vie professionnelle, vous essayez un peu de comprendre un minimum, sauf si vous êtes égocentrique, mais vous comprenez la minimum qui est en face de vous. Pourquoi vous leur parlez? Ben, les candidats, c'est pareil. Et donc, typiquement, vous parlez à quelqu'un en finance, vous vous intéressez à la finance, vous parlez à quelqu'un qui est dans la logistique, vous vous intéressez à la logistique, etc. etc. Et donc, du coup, on apprend, on comprend, et on se dit, OK, mettons-nous à la place de cette personne. Et là, je vous donne une astuce. Ah, vous avez, c'est l'astuce de votre vie. Vous tapez sur Google ce que vous cherchez. Donc typiquement, quand on tape ma vie de développeur Java, parce que je ne sais pas ce que c'est par exemple un développeur Java, on tombe sur un article qui explique comment devenir un développeur Java, tout ce que vous devez savoir. Et du coup, on a ce cher Jérémy Holcombe qui, le 20 décembre 2021, a cette idée du coup d'expliquer à tout le monde ce que c'était un développeur Java. Du coup, c'est quand même pas mal pour arriver à comprendre sa cible. Et donc souvent, ça, quand je demande à des recruteurs en entretien, est-ce que tu fais ça? Ils me disent non, je fais ma job, enfin, je mets mon annonce en ligne et j'attends que ça se passe. Et je ne sais pas quelle est ma cible. Ça, c'est un problème. Deuxième chose, on n'a pas le droit aujourd'hui d'envoyer un message qui pourrait être le même pour une autre personne. Ça devrait même être interdit, je pense. Il devrait y avoir un truc dans LinkedIn qui empêche de faire des copier-coller pour que les gens se forcent à faire des messages personnalisés. LinkedIn, si vous m'entendez. Parce qu'on a tous les mêmes messages et les gens, en fait, envoient des batchs de 50, 100, 200 messages à des personnes différentes. Et c'est pas agréable pour le recruteur qui fait son job, il a l'impression d'être un robot. Et c'est pas agréable pour les candidats qui ont les mêmes messages. Je vous ai donné des exemples, c'est pas de moi, mais je peux vous donner la source d'un article qui mettait les pires messages qu'ils ont eu. Donc, bonjour monsieur, madame, j'ai un poste à vous proposer, seriez-vous disponible pour en discuter?
Vous répondez à ça? Le deuxième est quand même, j'aime beaucoup. Salut Camille, vous aussi vous souhaitez travailler dans une boîte à l'ambiance startup avec des tournois de Mario Kart sur GameCube organisés à la pause du midi entre collègues et du café bio single origine Brésil à volonté. Alors ça ne pourrait pas vous intéresser. Et la troisième, bonjour monsieur, madame, j'ai un poste à vous proposer, voici les informations. Merci de transférer cette fiche de poste à votre entourage, ça ne nous intéresse pas. Ah, celle-là, elle est géniale. C'est comme, alors c'est la métaphore que beaucoup de recruteurs font, mais c'est comme tu vas dans un bar et tu parles à une personne que tu aimes bien. Salut, est-ce que tu veux boire un verre? Ah, tu veux pas? Et ta copine, elle veut? Tu veux boire un verre? Ah, ta copine, et du coup, tu fais le tour de tout le bar. Et vous avez, enfin, je suis pas expert en séduction, mais je pense pas que ça marche de faire ça. La seule chose qui pourrait vous permettre de faire un message entre guillemets personnalisé, c'est d'utiliser des magnifiques templates. Donc il y a des outils qui vous automatisent des choses, vous mettez des champs, genre nom, ville, adresse, job actuel, diplôme, et ça ressemble après à un truc comme ça, où par exemple, ce message n'est pas un message personnalisé. Où je mettais ta journée à Saint-Brieuc, chez Eclairop, nous sommes en train ton expérience en tant que DevOps consultant chez Open Technology, et du coup la personne a à la limite au moins l'impression que je parle à elle, même si ça c'est du template. Il n'y a rien que j'ai écrit moi-même, à part le message, la trame. Mais du coup, tout est personnalisé, même à la fin, je lui dis, passe-toi plus un peu sur Clément, Ben, passe une bonne journée, Ben. Du coup, il pense que j'ai écrit, le pauvre Ben d'ailleurs, ça se trouve, il pense vraiment que j'ai écrit un message juste pour lui. Ça, c'est la seule excuse qui vous fait que vous pouvez faire un message qui soit le même, c'est si vous mettez des champs que vous personnalisez. Je ne fais pas ça parce que c'était pas important. Troisième chose, du coup, c'est ce que je dis, avant de parler à la personne, vous pourrez vous intéresser aux gens. Et donc ça, c'est un peu une redite, donc je passe cette slide. Quatrième chose, il y a à peu près autant de boîtes plus cool que la tienne que de gens qui disent au jour d'aujourd'hui. Je vous laisse méditer ça. Toutes les boîtes pensent qu'elles sont les meilleures, or, il y a et non, dans la salle, hein, chacune d'entre vous dans votre boîte, il y a quelqu'un ailleurs qui fait quelque chose de mieux que vous dans le même domaine. Tout le monde, il n'y a pas d'exception. Souvent d'ailleurs, c'est en Asie ou en Afrique, parce que c'est là où l'innovation se passe aujourd'hui. Il y a des gens qui font mieux que vous dans tous les domaines, c'est sûr et certain. Et donc, si on part du postulat qu'on est les meilleurs, bah, en fait, on a cette arrogance qui font que les candidats n'y croient pas. Ça, c'était pour la première étape. Ensuite, quand on candidate, aujourd'hui, il se passe quoi? On a des annonces nulles, et encore plus d'annonces nulles que de gens qui disent au jour d'aujourd'hui. Je vous en montrerai deux baies qui sont mes préférées annonces de l'Internet. Il n'y a pas de salaire qui sont indiqués, même pas une fourchette. Ça, si un jour Macron, dans son gouvernement, me demande d'être ministre du Travail, je militerai pour que, comme aux États-Unis, les salaires soient dans les fiches de poste. Ça ferait économiser un temps fou à tout le monde, et donc en tant qu'entreprise, quand vous faites ça, c'est un signal que vous envoyez à vos candidats, on a de la transparence, on est dans un dialogue, on est dans du contact, et pas dans du mystère, je vous annoncerai à la fin que vous aurez un salaire à 20K de moins que ce que vous vouliez. Pas de transparence, on ne sait jamais souvent dans quoi on tombe, et vous verrez dans les deux annonces que je vais vous montrer après, on ne sait vraiment pas. Et la dernière, c'est qu'en fait, on ne sait pas ce qui se passe. Souvent, c'est un peu comme dans les avions, les black box, où genre on postule et avec un peu de chance, j'aurai un entretien, peut-être deux. Peut-être même un template dans ma boîte mail qui me dira que je n'ai pas été pris pour des raisons que j'ignore. Maintenant que vous savez ça, du coup, je dois faire quoi? Première chose, sur les annonces, en fait, on écrit des belles annonces. Il n'y a pas une seule personne aujourd'hui qui pourrait dire qu'il n'a pas le temps d'écrire une annonce, parce qu'une annonce, en plus, souvent, vu que les gens ont du mal à recruter, elle reste 3 mois, 6 mois en ligne. Donc en fait, prenons le temps de faire des annonces qui fonctionnent, c'est du temps gagné sur le recrutement. Or, les gens, souvent, prennent les annonces de la semaine dernière, du mois dernier, de l'année dernière. Et même dans les annonces, des fois, vous voyez, nos objectifs en 2018, quand même, ils galèrent vraiment à recruter. En fait, c'est pas possible. Reprenez, chaque job, en théorie, est fait pour une raison, et donc à chaque fois, il doit être écrit, réécrit, par rapport à votre cible. Et la cible, on va sur Google, ma vie de développeur Java, on sait ce que veut un développeur Java, on lui parle, parce que c'est notre profil. Et il y a des gens qui font ça, il y a des gens qui c'est leur métier. C'est un mec sur LinkedIn que j'ai vu l'autre jour, je pourrais vous donner votre nom si vous voulez, et il écrit des annonces pour des boîtes. C'est un métier d'écrire des annonces d'emploi jolies pour des boîtes, j'ai appris ça il y a 2 semaines. Et là, je vous donne mes deux préférés. J'aime beaucoup. La première, en plus, c'est à côté d'ici. Le Havre. Une entreprise en pleine croissance recrute des commerciaux B2C sur Le Havre. Profil recherché, nous recherchons les commerciaux débutants et ou avec de l'expérience. Celui qui comprend cette phrase me dit « Expérience dans la vente au particulier est un plus ». L'attitude du candidat sera un des premiers critères de recrutement. Nous recherchons avant tout de la motivation. Pareil, si vous comprenez ce que ça veut dire cette phrase, vous me dites. Voiture, permis non obligatoire, merci. Bénéfice, fixe plus variable. Waouh, pour un commercial, c'est audacieux. Mutuelle, indemnité. Et mon préféré, c'est ça, le animation, voyage, challenge. Et c'est des vraies annonces, enfin, je n'ai pas inventé. Hein. Vous tapez sur Indeed, vous trouvez des trucs. Celle d'après, elle est encore mieux, parce que celle-là, déjà, elle est pas mal, mais il y a un niveau en dessus. Alors, c'est pas vraiment, je vais citer l'employeur, mais je pense que vous ne connaissez pas. L'employeur, c'est le refuge de la Tête Rousse. Donc, c'est un CDD de 4 mois, de juin à septembre 2022, au refuge de la Tête Rousse, qui demande de maîtriser 5 langues. 5 langues. Pas 2, pas 3, 5.
l'anglais, le russe, l'italien et l'allemand, avec un sens des relations humaines, des professionnels confirmés de la montagne, avec une expérience de 3 ans, connaissance des voies d'accès au Mont Blanc, rémunération SMIC. Et c'est véridique ce truc. Enfin, moi, je sais pas, ça me dépasse en fait. Mais ils vous hébergent. Peut-être dans une tente Quechua à 2 secondes à côté du refuge, mais ils vous hébergent. Ça, c'est quand même pas mal. Celle-là, à chaque fois que je la revis, ça me remotive à faire mon métier. Sur le prix, du coup, combien de fois vous avez déjà acheté une voiture parce que c'est un gros achat souvent, sans regarder le prix. Même en magasin aujourd'hui avec l'inflation, quand on regarde des pâtes, on se rend compte qu'elles ont pris 50%. Et donc même les pâtes, on regarde le prix aujourd'hui. Et donc en fait, une annonce devrait mettre le prix. Encore une fois, je le redis, s'il y a des gens dans la salle qui ont des connexions avec le ministère du Travail, s'il vous plaît, faites un truc. Sauf si on est Elon Musk qui peut racheter Twitter. Donc là, c'est plus simple. Avant-dernière chose, si vous montrez que le sommet de l'iceberg dans vos annonces, votre expérience salariée finira comme le Titanic. C'est ma fierté, cette phrase. J'aime beaucoup. Je la laisse relire. Merci. C'est quand je me reconnaîtrai dans le rap, ce sera ma première chanson, je pense, sur le Titanic. Là, je vous annonce de noter un truc, c'est ça, c'est build-rh.com, c'est facile à retenir, c'est les meilleures annonces sur Internet que vous trouverez. Vous connaissez Shirley ou pas? J'ai fait une faute, tu fais une faute où? Oh donc build-rh.com, c'est les meilleures annonces sur Internet. Allez-y, regardez, inspirez-vous. Elles sont très longues, mais c'est aussi les meilleures. Parce que, en fait, Shirley, elle explique tout sur une entreprise. Mais genre, quand je vous dis tout, c'est tout. Vous avez une annonce qui doit faire peut-être 12-13 pages sur un média en PDF, mais quand vous postulez, vous savez exactement pourquoi vous serez là. Et pourquoi l'entreprise, pourquoi les fondateurs font ce qu'ils font, etc., etc., etc. Meilleure annonce au monde, build-rh.com. Par contre, Shirley ne peut pas vous aider parce qu'elle est en ce moment en congé maternité, elle attend un enfant supplémentaire, je crois que son 2e ou son 3e. Mais en septembre, elle reprend du service, et si vous voulez une recruteuse tech qui est trop forte, c'est la meilleure que je connaisse. Encore une pub. Dernière chose, en fait, dans vos annonces, souvent, on n'explique pas les process. Donc en fait, c'est un peu un... J'ai pas d'exemple. Si, par exemple, c'est comme si vous partiez en vacances et vous savez, le tour du Mont Blanc là qu'on avait tout à l'heure, et allez faites le tour du Mont Blanc sans itinéraire. Moi, je ne m'y risquerais pas parce que je ne connais pas du tout, et sauf s'il y a cette personne qui parle 5 langues qui pourrait éventuellement m'aider, mais sinon, non. Et donc, en fait, il faut expliquer ce qu'on fait. Là, je donne un exemple qu'on avait mis en place chez ClearUp. Premier entretien avec Jennifer, qui est Talent Acquisition Manager. L'objectif, c'est de faire ça. Nanana. Deuxième entretien, c'est 60 minutes avec Laurent, notre chef de la sécurité, actuel RSSI. Un tiers de l'entretien pour les hard skills, un tiers pour les soft skills, un tiers pour les target job, etc. Et du coup, la personne, quand elle voit ça, elle sait exactement ce qui se passe. Et il n'y a pas de surprise. Et par contre, moi en interne, après, mon rôle, c'est jouer la police pour s'assurer que c'est bien respecté. Parce que des fois, ouais, mais on peut peut-être enlever la 3, parce que bon, directement la 4, ou en rajouter une 5e. Par contre, non. Quand on fait ça, on assume que c'est la transparence. Sinon, c'est comme vous dites, ouais, tu auras une augmente dans 6 ans. Ça ne marche pas. Donc, c'est très simple à mettre en place. Ça vous prend 2 minutes d'expliquer comment ça fonctionne. Troisième étape, le process. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? 4 choses. On a des RH qui n'y connaissent rien à la tech. Beaucoup de RH, et quand je dis RH, j'englobe les gens qui font du recrutement au final. Donc si vous êtes chef d'entreprise, c'est pareil. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas en fait les métiers pour lesquels ils recrutent, et du coup ça c'est un problème face à un candidat. Deuxième chose, on a ces questions de bateau. Je pense que vous avez tous eu un entretien, parlez-moi de vous, racontez-moi votre expérience. Et qui aime faire ça? Personne. Sauf si on explique pourquoi, comment, on comprend un angle particulier. Mais du coup, c'est un genre de question qui ne servira à rien à part raviver vos billets enfouis. Et du coup, c'est uniquement votre subconscient qui choisira les candidats en face de vous, les candidates. Troisième chose, on a des process qui sont trop longs. Et quatrième chose, on a des gens qui sont du coup des intervieweurs qui ne sont pas non plus formés. Parce que c'est bien que les recruteurs dans une boîte soient formés, mais si les gens qui passent, les managers intermédiaires qui font l'entretien posent cette question, le parlez-moi de vous, du coup, ça va gâcher l'expérience d'avant. Et donc, il faut que tout le monde dans l'entreprise soit formé en recrutement. On rentre dans le détail, donc du coup, je dois faire quoi? Première chose. Alors ça c'est très clivant, mais pour moi, soit on forme les RH et les recruteurs à la tech, soit on les enlève. Et là, quelques deux dans la salle vont me dire, moi j'aimerais bien passer, ne pas faire le recrutement RH parce que souvent, on n'apprend pas grand-chose. C'est vrai? Pas vrai? On enlève les RH et les développeurs par là, je crois. Non? Non? Ah, ils ne veulent pas le dire. On peut faire un process de recrutement entier sans RH. C'est possible. Si les gens après sont formés, et du coup les RH et les recruteurs ont juste un rôle de chef d'orchestre où ils sont là, ils regardent les autres jouer de la musique et ils s'assurent qu'il n'y ait pas de fausse note. Je vais noter celle-là. Deuxième chose, pour moi un process qui dure plus de 10 jours ça ne fonctionne pas. Et c'est un mauvais process.
Là, vous dites, tous mes process sont des mauvais process. Je vous rassure, dans mes boîtes, j'ai rarement réussi à faire du 10 jours. Mais c'est l'objectif qu'on se fixe pour tendre vers ça. Plus de 10 jours, en fait, du coup, on perd notamment les candidats qui sont dits en tension, genre des développeurs, vous les perdez au bout de 10 jours. Et du coup, c'est une manière de s'assurer que vous êtes les plus rapides et les premiers à faire une offre. Et quand vous êtes les premiers à faire une offre, vous avez plus de chances de garder les candidats et les candidates qui sont en tension. Est-ce qu'il y a des gens qui savent ce que c'est un entretien structuré? Ça vous parle ou pas? Pas vraiment. En gros, l'entretien non structuré, c'est des entretiens qui sont au feeling, au fit, genre j'ai senti les gens, moi je sais repérer les gens qui sont smart, par exemple. Les gens intelligents, je les vois. Par exemple, la troisième rangée, smart. Deuxième rangée, un peu moins. Ça marche pas. Il y a plein de gens qui recrutent comme ça, au feeling. Et ça peut marcher si les gens sont des magiciens ou ont des noms de voyance. Mais un entretien structuré, de manière scientifique, a 2 fois plus de chances de vous aider à vraiment évaluer la personne. Et donc, si vous en cumulez, donc admettons un process à 4 étapes, du coup, 4 étapes en entretien structuré, vous êtes sûr que quasiment vous allez prédire la performance de la personne. Par contre, si c'est un entretien un peu à la louche, au doigt mouillé, ça ne fonctionnera pas. Et donc, on forme nos équipes aux entretiens structurés. C'est très simple, même taper entretien structuré sur Internet, vous avez plein d'articles qui vous apprennent à le faire. C'est pas compliqué, c'est juste poser les mêmes questions à tous les candidats, dans le même ordre, avec les mêmes personnes. C'est aussi simple que ça. Du coup, les biais ne prennent pas votre place en entretien et c'est vraiment plutôt presque la science qui choisit à votre place. Dernière chose, le recrutement est une vraie compétence. Tout le monde peut le faire, mais il faut apprendre à désapprendre. Et c'est le plus dur, c'est quand on est habitué à faire quelque chose mal, on le fait mal. Par exemple, je sais mal couper mes aliments dans mon assiette parce que petit, j'ai mal appris. Du coup, aujourd'hui, si je dois apprendre à bien faire, je dois apprendre à désapprendre. Je mange j'ai couvert inversé quand je mange. Le jour, on m'a fait cette remarque. À 28 ans, on m'a dit tu manges mal parce que du coup, j'utilisais mal mes fourchettes et mon couteau. Et donc, du coup, il faudrait désapprendre un truc qu'on a appris depuis des années et le réapprendre. C'est hyper compliqué à faire et il faut être OK pour le faire. Et quand vous êtes OK pour le faire, après tout le reste, ça ira. C'est le truc le plus dur de désapprendre. Et là, du coup, c'est la dernière que je vous dis, donc la conclusion. Voilà les 12 choses à faire pour avoir les candidats dont vous avez besoin dans l'entreprise. Si vous faites ça, en fait, c'est ce que les candidats veulent aujourd'hui. Ils veulent être traités comme ça. C'est ce que vous leur devez. C'est pas ce qui est bien à faire, c'est ce que vous leur devez pour que demain, du coup, quand ils seront des salariés, des employés, ils auront du coup cette approche agréable. Donc il y a ces 12 choses dont je vous ai dit. Donc on comprend les gens à qui on parle, on personnalise. Ça c'est un hashtag qui a été créé par la fameuse Shirley dont je vous ai parlé. On écoute avant de parler, on est humble dans nos approches, on fait des annonces qui sont bien, on met les salaires, on met le contexte, on met le process de manière détaillée, on forme nos RH, et notamment à l'entretien structuré, on fait des process qui sont rapides, et on forme nos intervieweurs. C'était les 12 choses. C'est fini pour ce que je voulais vous dire. Si vous voulez en savoir plus, je m'appelle du coup Léo Bernard, je ne vais même pas, c'était écrit, mais moi je ne vous avais même pas dit votre nom. Vous pouvez sur LinkedIn, vous tomberez, c'est moi là c'était en Égypte pour le mariage de la meilleure amie de ma copine. Très cool, je vous recommande d'aller en Égypte. Et du coup, vous avez dans ma petite tête, vous pourrez la trouver. Parce qu'on est plein de Léo Bernard Stock, je dis ça, on est vraiment, je crois, une quarantaine, une cinquantaine sur LinkedIn, parce que Léo c'est le prénom le plus porté et Bernard c'est le nom de famille le deuxième plus porté. Donc j'ai pas de chance. Et donc faites ça et du coup vous trouverez la casquette, c'est moi. Et donc aujourd'hui je fais 2 choses. Donc je forme des recruteurs et des recruteuses. Donc si vous, parmi vous ou parmi les gens que vous connaissez, vous en avez, envoyez-les-moi et je leur apprendrai du coup en partie ce que je vous ai montré là, mais aussi d'autres choses. Et deuxième chose, j'aide des fondateurs et des DRH dans leur recrutement, plutôt en mode conseil. Je fais pas à la place des gens, mais j'aide à bien faire. C'est juste ce que je fais aujourd'hui. Ça fait 2 mois que je me suis lancé dans mon activité, mais ça fait du coup 6 ans que je recrute. Donc des entretiens, j'en ai fait à longueur de journée. C'est tout pour moi, et maintenant on va passer à une deuxième phase où on va échanger avec Madame Asia Milan, et non pas Asia Milan. Comment tu dis, on t'avait appelé Milan? Des fois c'est Aïssa, Aïa, Asia, voilà, Aïcha. Donc Aïcha Milan. Asia, voilà. Donc bonjour, merci Léo, bonjour à toutes et tous. En 2 mots, juste moi j'accompagne à miser sur les femmes et les hommes au travail comme un levier d'engagement et de performance. Donc finalement replacer le facteur humain comme une ressource, la première ressource immatérielle, l'entreprise. Donc on l'a bien senti aussi dans tout ce que tu évoquais sur le recrutement, toute cette importance. Juste pour rebondir sur tout ce que tu disais sur le recrutement, je voulais apporter 2-3 chiffres. Voilà, pour alimenter le débat aussi, vous avez eu sûrement beaucoup de réactions. Alors Microsoft qui a fait une étude importante sur tout ce qui était travail hybride. Et dans les dernières données, par exemple, c'est une étude mondiale, 43% des salariés se disent susceptibles de changer d'emploi dans l'année, dont 52% pour les moins de 25 ans. Donc vous avez sûrement entendu parler du phénomène grande démission aux États-Unis. On commence à se poser la question en France aujourd'hui. Et d'ailleurs, les chiffres de la DARES en 2020 évoquent 19,4% d'augmentation des démissions de CDI depuis 2019 en France. Donc on assiste à un vrai phénomène, alors qui est peut-être lié à la crise, effectivement, en partie Covid qu'on
qu'on a connues, mais pas que. Il y a aussi les tensions sur le marché du travail qui changent, qui s'inversent, et donc le rapport de force change pour les entreprises et les recrutements. Et 47% pardon, des personnes sont plus enclines qu'avant la pandémie à faire passer leur vie de famille et personnelle avant le travail. Donc, je ne sais pas si ça vous fait écho, ces chiffres-là, vous acquiescez un petit peu, oui. Et très important aussi, 89% des démissions seraient liées à un épuisement professionnel et un manque de soutien managérial. Donc moi, tous ces chiffres-là, ça m'interpelle fortement. Et du coup, ça m'amène une question, finalement, est-ce que l'enjeu, il est sur le recrutement ou aussi le fait d'éviter que trop de ces salariés ne démissionnent? Et comment ça, c'est appréhendé par les ressources humaines aujourd'hui? Je pense que tu pourras mieux y répondre que moi. Moi, mon avis là-dessus, c'est qu'en effet, il y a beaucoup de boîtes qui, enfin, notamment qui vont commencer quoi, l'expression déshabiller Pierre pour habiller Paul, déshabiller Jean, déshabiller Pierre pour habiller Paul, Jacques, Jean, peu importe. D'ailleurs, c'est que des prénoms très franco-français. Bref, déshabiller machin pour habiller bidule, on va dire. Ça, c'est bien, c'est non. Et du coup, le problème quand tu fais ça, c'est que bah, en fait, c'est les mêmes personnes qui se recrutent d'une boîte à une autre. Et ce problème-là, il est fait que les gens, systématiquement en entreprise, ils se disent quand je veux recruter, bah, j'ouvre la porte à l'externe et je ramène des gens. Et aucune boîte, quasiment, n'a deux réflexes qui sont le reskilling et le upskilling. Ça vous parle de ces termes de reskilling et de upskilling. Reskilling, c'est on prend quelqu'un pour lui faire autre chose. Donc quelqu'un qui a des compétences potentiellement transverses, quelqu'un qui était en juriste et qui veut faire des RH. Bah, ça marche, il y a un pont quand même sur le droit du travail. Et du coup, bah, on fait du reskilling, on prend la personne et on la bouge. Et du coup, c'est peut-être plus simple de faire ça et de recruter la remplaçante ou le remplaçant de cette personne que d'aller chercher quelqu'un à l'externe directement. Et l'upskilling, c'est on a des gens qui, ça se trouve, ont un potentiel pour faire le job qu'on recherche, mais on n'y pense pas, parce qu'on se dit, bah non, ils sont trop juniors, ou non, mais quand même, à 23 ans, tu vas quand même pas vraiment faire ça. Et il y a des fois des logiques comme ça, paradoxales, où on oublie les gens en interne. Donc moi, je pense, à ta question, c'est les deux choses. On oublie l'upskilling et le reskilling, et le reskilling, et on pense tout de suite à aller vers l'externe. Et donc c'est là où, en fait, on perd des gens, et les gens en interne se disent, bah, je pourrais pas évoluer, je m'en vais. Ces deux aspects-là, effectivement, et puis il y a ne pas oublier l'aspect fidélisation aussi, et finalement, tu parlais de la marque emploi, de l'expérience salariée, finalement, où s'arrête le recrutement? Est-ce que le recrutement n'intègre pas toute la partie intégration, et puis finalement, toute l'expérience collaborateur intégrée dans les process RH? Donc ça, c'est un aspect aussi majeur et important pour mieux aborder et faire face à ces phénomènes. Deuxième question, est-ce que tu perçois des nouvelles exigences? Parce qu'on voit 47% plus encline qu'avant à faire passer la vie de famille et personnelle avant le travail. Est-ce que ça n'amène pas à des nouvelles formes d'exigences, de demandes aujourd'hui des candidats? Et comment vous, en tant qu'entreprise, vous vous préparez à répondre à ça? Petit aparté sur le développement massif du télétravail, la notion d'organisation hybride. Par curiosité, j'étais sur LinkedIn l'autre jour et je voyais qu'il y avait des nouvelles fonctionnalités où on peut qualifier son entreprise en termes de lieu de travail, présentiel, hybride, donc le terme hybride se généralise, distanciel, également tous les aspects, quel avantage de son lieu de travail, qu'est-ce qu'on propose dans les différents espaces, sur tout ce qui est bien-être. Est-ce que ça, c'est des sujets aussi, tu penses, qui sont mieux appréhendés au niveau RH, recrutement? Est-ce que tu as vu mon post LinkedIn d'hier où je parlais de tout ça? Non. En fait, ce que tu dis, c'est une discussion que j'avais avec une RH et ce qu'on appelle les anti-critères et les critères du recrutement. En gros, un anti-critère, c'est quoi? C'est un critère qui permet un anti-critère vous permet d'évacuer les entreprises qui ne vous correspondent pas. Et aujourd'hui, il y a 3 anti-critères majeurs: le salaire, la flexibilité et l'apprentissage. En fait, une personne qui cherche un job, si le salaire n'est pas assez haut, dans tous les cas, elle ne postulera pas. Et donc, du coup, c'est pas quelque chose qui va lui faire choisir une boîte, mais c'est quelque chose qui lui fera ne pas choisir une boîte. Donc, c'est donc d'où le anti-critère. La flexibilité, c'est la même chose. Aujourd'hui, une boîte qui ne fait pas de full remote, de full distanciel, de distanciel à 100%, si pour une personne c'est important, elle n'ira même pas postuler. Et donc, c'est pareil, c'est pas ça qui lui fera choisir une boîte. Parce que si on choisit une boîte pour l'argent, c'est-à-dire qu'on a un collaborateur et une collaboratrice qui partiront après pour la même chose. Et donc, si on fait de l'argent un critère, ça ne fonctionnera pas. Donc, il y a ces 3 anti-critères: flexibilité, en termes d'horaire, en termes de lieu de travail, salaire et apprentissage. La plupart des candidats à qui je parle qui me disent qu'ils changent de job, c'est qu'ils apprennent plus dans leur travail. Et ça veut dire, plus souvent ils sont jeunes, plus c'est le cas. Et ils se disent, je stagne, je suis à un plafond, je n'arrive plus à faire plus. Et là, c'est les 3 anti-critères. Et ensuite, tu as des critères de recrutement qui vont être autres, les valeurs, le job en lui-même, est-ce que l'entreprise est engagée socialement ou de manière au niveau environnemental. Et ça, du coup, c'est des choses qui vont apparaître. Mais tant que l'entreprise n'a pas réglé ces anti-critères, ça ne sert à rien d'aller sur le reste. Donc c'est un peu la base de votre pyramide, pyramide de Maslow, j'invente rien, c'est des besoins primaires aujourd'hui, c'est ça: flexibilité, salaire, apprentissage. Et le reste, après, permet de choisir autre chose. Je sais pas si tu partages.
Oui, complètement. Et d'ailleurs, dans les différentes études, la rémunération n'est pas forcément en tête voilà, de la satisfaction. La question du management aussi est hyper importante. En fait, finalement, ça peut être ce qui fait qu'on fuit une entreprise. Hein. Moi, j'ai rencontré dans mon métier pas mal d'entreprises de candidats ou alors de salariés qui ont changé d'entreprise par rapport à des problématiques de management. Donc, du coup, manque d'autonomie, de responsabilisation ou management parfois infantilisant dans certaines structures. Donc ça contribue aussi à l'image de l'entreprise et qui fait que certaines ont moins de possibilités de faciliter à recruter. Combien d'entre vous sont concernés par un peu ces nouvelles attentes? Soit en tant qu'entreprise, de dire je dois mieux les intégrer, je me pose cette question-là aujourd'hui, soit en tant que candidat, de dire demain je change de job, je vais avoir besoin de ces aspects-là. Je vois une main. Combien sont concernés par ça? En tout cas, se poser la question, soit côté entreprise, soit côté candidat. Oui, quand même. Et sur quel volet plus est-ce temps de travail, télétravail, management voilà. Est-ce que vous avez des attentes en particulier? Équilibre de vie, d'accord. D'autres choses? Impact, en fait, comment rendre les gens les plus rapidement productifs et efficaces quand on a besoin d'intégrer massivement. D'accord. Donc ça en tant que manager? En tant qu'entrepreneur. En tant qu'entrepreneur, d'accord. Messieurs, mesdames, l'entrée remarquée d'Arnaud Muller qui vient de prendre la parole. Tout à l'heure, j'ai demandé à Arnaud qui te connaissait dans la salle, tu avais la moitié des mains levées. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'ai pas levé la main, donc je ne C'est une star locale. Ok. Et puis, peut-être une dernière question. Alors, c'est un sujet qui est aussi d'actualité. Je ne sais pas si vous serez concerné ou pas. Ça touche le recrutement. Il y a de plus en plus de difficultés de recrutement. Là, ce matin, j'écoutais à la radio tout ce qui est branche hôtellerie, restauration. Ils disent qu'il va y avoir encore, déjà qu'il y avait des difficultés de recrutement, encore 2 fois plus. Donc là, il y a des partenariats qui se font avec la Tunisie pour faire venir aussi des travailleurs de pays étrangers, etc. Donc le recours aussi à la diversité ou plus d'inclusion dans les politiques de recrutement, est-ce que c'est des choses aussi qui vont être amenées à bouger, à faire bouger quelques lignes aussi? La question, c'est comment, du coup, quand tu n'arrives pas à trouver des gens... Oui, voilà. Est-ce que dans l'approche des recruteurs, c'est des choses aussi, est-ce que le marché va s'ouvrir finalement à une plus grande diversité dans les recrutements? Notamment sur des jobs tech, c'est ce qu'on voit beaucoup. Aujourd'hui, les écoles françaises ne peuvent pas non plus fournir tous les ingénieurs dont on a besoin. Et du coup, les boîtes, logiquement, elles vont voir à côté. Et c'est là où, du coup, une entreprise qui est OK pour le télétravail intégral partout dans le monde, en fait, son marché du travail, c'est le monde entier. C'est pas que la France et c'est pas qu'une zone géographique restreinte. Et du coup, l'autre jour, c'est un entrepreneur que j'ai rencontré qui s'appelle Obi, comme Obi-Wan Kenobi dans Star Wars. C'est trop stylé son prénom, Obi. Il est originaire de Madagascar. Et en fait, il crée une boîte où lui, il est basé en France, il est basé à Bordeaux. Et il a une dizaine de développeurs qui sont ses amis d'enfance basés à Madagascar, qui du coup sont payés à peu près entre 50 et 200 en TGM par jour. Donc par rapport à un développeur français, c'est beaucoup moins. Et là, les développeurs se disent « Attends, je vais me faire concurrencer par des gens de Madagascar ». Et du coup, ce que fait Obi, il place ces développeurs-là dans des entreprises et ils sont tout aussi compétents que des Français. Donc si l'entreprise est OK pour avoir des gens qui du coup ne sont pas en physique, ça permet au moins de manière temporaire, parce que c'est des gens qui font du freelance, c'est pas pour du long terme, de manière temporaire, d'avoir des gens qui viennent aider le temps qu'on recrute nos développeurs et développeuses dans ces pays. Et du coup, son idée, elle est géniale, parce que du coup, il a tout compris. Et en fait, cet argent-là, vu qu'ils gagnent trop bien leur vie à Madagascar, eux, ils le réinvestissent sur place pour développer un des pays qui est aujourd'hui les plus pauvres au monde. Du coup, il y a un aspect social qui est hyper fort, et l'entreprise peut se dire qu'en partie, elle aide en niveau local à ce que des gens sortent de la pauvreté. Du coup, ce qu'on vous propose peut-être à ce stade-là, de pouvoir vous réagir à la fois sur tout ce que Léo a présenté, ou sur les enjeux un peu d'actualité du recrutement, si vous avez des questions, des contributions, ou peut-être des choses à partager. Des questions pour Asia aussi, pas que pour moi. Et je fais circuler le micro. Oui. Bonjour, moi une question très courte, très simple. Est-ce que vous avez une idée aujourd'hui du nombre de tech intéressés fortement par l'hybride et surtout ceux qui ne cherchent que du remote? Est-ce que vous avez une idée de combien ils représentent? Parce que ça ne représente pas tous les types de personnalités. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit 89% de personnes qui se plaignent au départ, mais ça ne me choque pas trop parce que quand on part, on veut toujours un petit peu regarder aussi. Ça dépend comment on va, mais on regarde en avant. On est français, on est toujours un petit peu critique. Et je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu, pas un seul. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de concurrents, notamment aussi à l'international, qui proposent du remote. Et on a du mal à mesurer finalement le risque, la menace que ça peut poser ou pas. En données, moi, je n'ai pas de chiffres sur cette partie tech, combien exactement sont
formule cette attente-là. Enfin, c'est peut-être un peu tôt pour avoir aussi des éléments. Néanmoins, c'est vrai que les retours d'entreprise sont plutôt sur des questions qui arrivent tout de suite dans le recrutement, sur les possibilités ou non de pouvoir faire du télétravail. Après, je ne sais pas si tu souhaites réagir ou rebondir. Mais... Peut-être Damien Cavaillès qui a créé We Love Dev, qui a une étude là-dessus, et je n'ai pas les stats en tête. En revanche, qui me disait de mémoire, c'était quand tu mets une annonce sur son site où tu expliques que tu es OK pour du remote, tu as 7 fois plus de vues. Donc ça donne une idée. 7 fois plus, c'est quand même beaucoup. Au lieu de 100, 700, ça fait des gens qui sont intéressés. Après, je voulais aussi réagir, apporter il y a eu plusieurs études pendant la phase Covid qui ont pointé que certains jeunes collaborateurs qui avaient subi le télétravail 100%, en fait, en n'étaient pas spécialement satisfaits. C'est des fois, on projette un peu des stéréotypes. Les jeunes, ils veulent tous être en télétravail, etc. Mais pas forcément toujours, parce qu'il y a un enjeu aussi d'apprentissage fort. Le travail, c'est aussi un lieu de sociabilisation, d'apprentissage, et qui, donc, vraiment, il y a cet enjeu-là qu'à prendre en compte, et je pense qu'il ne faut pas se dire que les très jeunes, forcément, sont en quête forcément de 100% remote. Mais voilà, se dire qu'il y a ces enjeux-là aussi d'apprentissage, de sociabilisation, ce qui renforce pour les entreprises les exigences de dire qu'est-ce qui rend une entreprise attractive, qu'est-ce qui fait qu'ils vont avoir envie de venir chez moi, qu'est-ce qu'ils vont y trouver. Il faut construire le sens, finalement, redéfinir aussi le sens de l'entreprise, qu'est-ce qui fait entreprise et qu'est-ce qui donne envie voilà, de participer à un collectif. Est-ce qu'il y a d'autres, justement, d'autres questions, réactions sur et toute la partie? Oui. J'avais une question, j'ai vu depuis quelque temps des posts sur LinkedIn qui parlent de recruter sans CV. Je voulais savoir ce que vous en pensez. 400% d'accord. Le CV t'amène des biais directement parce qu'il va être fait avec une photo ou pas de photo, avec telle police que t'aimes pas, un comics sans MS par exemple, du coup tu vas juger la personne, avec du coup des entreprises que tu vas pas aimer. Vraiment, tu vois, moi si je vois Total sur un CV, j'aime pas parce que du coup pour moi Total est un monstre et du coup ça me bouge back. Et du coup pour plein de raisons, un CV du coup va créer des biais pour la personne. En revanche, tu vois, tu pourrais dire qu'un profil LinkedIn par exemple est plus neutre parce qu'au moins sur la forme, c'est plus ou moins la même chose. Après, du coup, tu peux aller plus loin et sur beaucoup de jobs où c'est les soft skills qui comptent, donc nos compétences, je dirais, de personnes, d'êtres humains et pas liées à notre métier, nos attitudes. Là, tu peux recruter sans CV parce qu'en fait, tu n'as pas besoin du CV pour juger. J'ai pas d'exemple qui vient en tête, mais tu vois, par exemple, des métiers dans la restauration, tu as des compétences que tu peux apprendre sur le terrain, des compétences physiques, c'est un métier très dur physiquement. Pour autant, c'est comme le métier de recruteur, tout le monde peut l'apprendre. Et recruteur, typiquement, n'importe qui aujourd'hui peut être recruteur. Il suffit juste d'être OK pour écouter des gens, de poser les bonnes questions, de synthétiser ça et d'envoyer à une autre personne et de passer les plats. D'ailleurs, c'est un peu comme la restauration, tu vois, tu t'écoutes les gens parler, tu leur donnes ce qu'ils veulent et tu prends les plats et tu les amènes en cuisine et tu reviens. Donc c'est exactement les mêmes métiers qu'on fait et là-dessus, le recrutement sans CV, mais il a toute sa place. Et j'espère qu'un jour, en effet, on n'aura plus ce CV qui en plus bloque les étudiants notamment. Moi, j'ai ma soeur qui a 20 ans, à chaque fois, elle est est-ce que tu peux voir mon CV? Parce que j'ai peur quand je postule. En fait, ça traumatise tout le monde, le CV, il faut arrêter, vraiment, il faut les brûler. Donc je suis d'accord avec toi à 100%. D'autres Oui. Bonjour, moi j'ai une question parce que depuis la pandémie, du coup, il y a une grande généralisation du télétravail et du coup, ça pose beaucoup de soucis. Nous on recherche des développeurs expérimentés et du coup, en fait, il y a beaucoup de gens qui travaillent aujourd'hui à Rouen, en province, mais qui travaillent à Paris, qui ont du coup des salaires beaucoup plus élevés que ce que fait en province et qui, comme vous disiez tout à l'heure, aujourd'hui, ils en ont marre de faire du 100% remote et souhaitent revenir à du présentiel ou de l'hybride. Mais sauf que du coup, ils ne veulent pas réduire leur salaire, ils veulent conserver leur salaire parisien. Et aujourd'hui, c'est un énorme frein au recrutement parce que on est dans une situation où on ne peut pas recruter parce qu'on ne peut pas s'aligner au salaire parisien. Et Paris, à l'inverse, ça les arrange puisqu'ils recrutent en province pour moins cher et en full remote depuis la pandémie. Si vous avez des idées pour nous aider à recruter, je suis preneur. J'ai pour toi une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, tu ne pourras pas concurrencer les Stripe, Facebook, Snapchat, tout ce que tu veux, et c'est fini. Bonne nouvelle, tu as un réservoir de talent énorme dans les juniors, les jeunes diplômés, et même si tu veux des personnes expérimentées, l'expérience, ça se gagne. Et tu vois, aujourd'hui, moi, c'est un de mes batailles au quotidien avec la diversité, c'est d'avoir des juniors, d'avoir des gens en fait que tu prends, que tu formes. Aujourd'hui, quand tu es reconverti ou quand tu es alternant, tu ne trouves pas de job. Aujourd'hui, on a parlé d'entreprise en particulier, on a vraiment beaucoup de juniors. Ok, t'en as déjà beaucoup. On a vraiment beaucoup de juniors et justement c'est eux qui sont demandeurs ils sont très très bons, très motivés, très investis, mais c'est eux qui sont même demandeurs d'avoir justement une personne au-dessus qui les chapeaute et qui les tire vers le haut en fait. Tu prends des freelances et ils font que ça, du coaching, du mentoring. Okay. Full time. Et tes devs, ils produisent.
Ah bah, je prends un freelance de Madagascar qui du coup va aller avec son expérience et tu combles les trucs. Plus smart que Facebook. Après, est-ce qu'il y a d'autres choses aussi à mettre dans la balance, voilà, au-delà du salaire, sur voilà, le... pas s'aligner au salaire auquel ils nous demandent, oui. Et du coup, en mode, on ne veut pas baisser nos avantages salariales pour d'autres avantages. Ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Enfin, oui, ça c'est le critère en fait, indégociable, le salaire. En fait, ils ne veulent pas le descendre. En fait, avec les juniors, c'est facile parce qu'ils entendent tout le reste. Et pas monter le salaire, c'est moins difficile que quand on recrute quelqu'un qui est aujourd'hui à 70K à Paris, il y a un rond, on lui dit 50, non, c'est pas possible. Le différentiel est trop important. C'est un vrai souci aujourd'hui. D'autres réactions, partages, remarques? Oui. Moi, j'ai une petite question par rapport aux pratiques salariales. Justement, en matière de grille de rémunération, est-ce que vous voyez, en fait, dans vos réalités de recruteurs, des packages comme ce qui se faisait à une époque où, globalement, justement, par rapport à ce qui vient d'être dit, ça va être plutôt 50K à Rouen contre 70K à Paris et peut-être 15K à Madagascar. Est-ce que, du coup, vous voyez dans certaines annonces, ou en tout cas dans les pratiques, de la variation en fait sur les packages qui sont proposés, justement par rapport à la capacité d'être non pas à Paris, ce que personne ne souhaite, enfin ce que peu souhaitent, et versus être dans des endroits où genre il est fait super bien, on peut aller se balader en forêt à 2 minutes, etc. Donc est-ce que c'est des choses que vous voyez, ces disparités de manière un peu formalisée? Tu connais mon avis, donc je vais peut-être te laisser répondre à la tienne. Ça rappelle une discussion qu'on avait eue à la campagne. Après, moi, je suis sur un champ assez large, quoi, donc pas spécifiquement sur le recrutement, donc j'ai pas forcément toute cette veille sur toutes les annonces recrutement. Par contre, je vois pas mal de structures qui innovent dans ce qu'elles peuvent proposer, notamment sur des possibilités d'aller travailler 2 mois dans l'année ailleurs, et des entreprises qui sont accompagnées pour pouvoir mettre en place ce type de possibilités, qui peuvent peut-être compenser des différentiels de salaire. Après, sur les niveaux gris de salaire, moi, j'ai pas forcément ce retour-là aujourd'hui. C'est un choix aussi philosophique. Enfin, il y a des boîtes qui sont OK de payer tout le monde pareil, même partout dans le monde. Il y a une boîte dont j'ai perdu le nom qui ont fait ça récemment, et en fait, ils payent tout le monde au niveau de San Francisco. Donc, je vous laisse imaginer les salaires. En fait, du coup, leur vision, c'est en tant qu'entreprise, tout le monde, entre un développeur qui a 5 ans d'expérience en Java et un autre, en théorie, ils font la même chose. Et donc, ils vont payer les gens au même niveau, peu importe où ils vivent. Et après, libre aux gens d'aller vivre où ils veulent dans le monde et donc d'être les rois du pétrole. C'est l'extrême du spectre. L'autre extrême, c'est du coup la micro-personnalisation où vraiment c'est par rapport à une boîte qui serait dans plein de pays et dans plein de villes différentes. Mais après, la question, elle est où est-ce que tu mets la différence? Par exemple, quelqu'un qui vit en banlieue parisienne et à Paris, c'est pas le même niveau de vie. Et du coup, est-ce qu'on paye un niveau parisien à Île-de-France? Est-ce qu'on fait un France? Est-ce qu'on fait les régions qui n'ont pas d'argent, les régions qui ont de l'argent? Et les gens qui payent plus cher d'impôts, les gens qui sont en couple avec des gens riches et donc ils n'ont pas besoin. En fait, il y a plein de facteurs qui font que c'est compliqué de trouver où est-ce que tu mets la limite. Et donc, c'est des questions philosophiques et je pense que ça dépend de la culture d'entreprise. Et chaque entreprise aura son propre réponse à ça. Mais après, il faut être cohérent avec sa culture, du coup. Après, il y a une question autour de la raison d'être aussi, je pense, des entreprises et qui peut être un facteur différenciant. En tout cas, on voit de plus en plus de témoignages, y compris de jeunes ou moins jeunes, qui choisissent de gagner moins pour une mission qui a plus de sens aussi, ou plus de contribution. Donc, on échangeait ce matin dans la conférence sur la question du collectif, faire société, à quoi on contribue collectivement. Et finalement, c'est de plus en plus d'entreprises définissent leur raison d'être et ça devient un enjeu aussi fort, en tout cas, pour attirer au-delà. On disait tout à l'heure que le salaire n'était pas forcément toujours le premier levier. Là, on tient un autre levier sur la question des flexibilités. Mais voilà, la question du sens, de l'équilibre, ça revient vraiment sur le devant de la scène. Là-dessus, vous avez peut-être vu la vidéo de AgroParisTech qui est sortie il y a 2-3 jours, je sais pas si vous avez passé sur LinkedIn, où c'est des étudiants en fait, qui disent en fait, on ne peut pas aller travailler chez des boîtes horribles qui polluent la planète. Et il y en a qui disent moi je vais faire de la permaculture, moi je vais devenir apiculteur. Allez la voir, cette vidéo, elle est géniale et c'est 5-6 étudiants qui prennent la parole avec des discours vraiment engagés où ils expliquent aujourd'hui, le GIEC nous dit qu'on a, dès maintenant on agit, si on n'agit pas en fait on va tous mourir et donc j'ai pas envie de contribuer aux méchants qui pourrissent la planète et j'ai envie dès maintenant de m'engager. Et donc ils choisissent ils ont fait des études extrêmement chères, ils ont un des meilleurs diplômes scientifiques de France, voire du monde, et ils se disent deviens apiculteur parce qu'ils refusent de rentrer sur le monde. Donc en effet la raison d'être, je pense qu'elle va drastiquement être la raison principale très vite.
Et typiquement chez les plus jeunes générations, enfin moi, ma sœur est encore plus fortement engagée que moi. Et aujourd'hui, jamais, par exemple, pour elle, elle est à un stade où elle peut plus travailler en entreprise. Elle estime que le profit est un danger et qu'elle peut plus travailler pour l'entreprise. Donc elle va forcément travailler dans une asso ou en tant qu'indépendante. Parce qu'elle refuse. Donc je me dis, s'il y a des gens qui pensent ça, pourtant, elle est saine d'esprit, hein, un peu trop de gauche peut-être. Mais du coup, il y a cette logique qui fait que les gens vont vraiment demander d'avoir du sens dans tout ce qu'ils font au quotidien. Et si une entreprise ne fait pas ça, c'est fini. Il y a la question de l'authenticité aussi, je pense qu'on parlait tout à l'heure, c'est pour boucler sur les sujets de recrutement, c'est se rendre compte aussi de l'authenticité entre ce qui est la façon dont l'entreprise est présentée et que la raison d'être, en tout cas, les valeurs soient réellement des valeurs incarnées, parce que finalement le candidat qui a recruté, qui intègre l'entreprise en disant finalement on m'a vendu du rêve et c'est pas du tout, je suis pas en phase avec les valeurs, ça amène aussi à du turnover et des départs, donc c'est perdu pour tout le monde finalement. Donc la question de l'authenticité devient essentielle aussi. Moi j'ai une petite question. Je trouve qu'aujourd'hui, on va dire que le rapport de force est un petit peu inversé. C'est les salariés qui ont le pouvoir. Et moi, en tant que recruteur, du coup, je me retrouve des fois un petit peu bloquée sur les exigences des candidats. Et notamment, après, imaginons jusqu'où on peut aller et accorder des avantages qu'on n'accorde pas à nos salariés actuels. Comment on fait, notamment ceux qui veulent les congés en anticipé, une augmentation à court terme, des avantages qu'on n'a pas accordés à d'autres, pour ne pas créer justement des inégalités avec les personnes qui sont déjà en poste. Je pense que ça souligne l'enjeu d'équité, enfin juste 2 mots, et puis en tout cas, je pense que le contexte, ça démontre que le contexte amène à repenser plus globalement les conditions, la qualité de vie au travail de toutes et tous. Parce que finalement, si ces conditions sont aménagées uniquement pour attirer des nouveaux, là vous allez créer aussi des tensions. Peut-être que cet enjeu-là de flexibilité, vos salariés actuels se posent la question aussi, c'est une attente forte. Et là, vous rejoignez peut-être est-ce qu'un jour ils ne vont pas partir parce que vous ne leur offrez pas assez de flexibilité alors que le concurrent en offre. Donc c'est peut-être l'occasion aussi de prendre du recul et se dire toute cette période-là, qu'est-ce que ça amène globalement pour toute l'entreprise et pour éviter de créer des écarts trop importants. Qu'il y ait des situations très particulières. Enfin, moi, je vois dans les entreprises accompagnées sur du full remote qui a été accordé très spécifiquement à une personne parce qu'elle changeait de région. La personne ne pensait même pas, le salarié ne pensait même pas le proposer en fait. Elle disait à son DRH, je pars. Voilà, je pars parce que je dois suivre mon conjoint. Là, c'est l'entreprise et le salarié était surpris en disant, mais l'entreprise a dit, on vous propose un 100%. Et c'était pas du tout la culture de l'entreprise. Et depuis, l'entreprise, elle a cheminé. Maintenant, elle intègre ça dans son modèle de développement. Donc en fait, c'est de se dire aussi comment réfléchir. Tout ça amène à réfléchir plus globalement. Je te rejoins là-dessus. Enfin, c'était des débats qu'on a eu à Arnaud en Côte-d'Ir à multiples reprises. Est-ce que du coup tu donnes la même chose à tout le monde ou est-ce que du coup tu fais des exceptions parce que c'est des top talents et que tu vas impérativement les avoir même s'ils ont le prix. Et en fait, le moment où tu fais une exception, du coup tu perds cette cohérence. Et donc soit tout le monde est une exception et donc du coup tu n'as pas de règles et c'est le chaos, mais ça peut marcher, un corps organisé c'est très bien. Soit du coup tu restes sur tes règles. Ok, tu mettras peut-être 3 mois, 4 mois de plus à recruter la personne. Mais tu trouveras au bout d'un moment, enfin on trouve toujours les gens qu'on cherche normalement, voire on se dit tiens, on prend des juniors et pendant le temps qu'on ne trouve pas, on les forme et on les amène à un niveau qu'on voulait initialement. Mais il n'y a pas, je pense, de bonne réponse à ça et c'est vrai que les candidats des fois demandent beaucoup et il faut les calmer aussi des fois, leur faire se rendre compte que c'est pas non plus les rois du pétrole. Enfin certains vont nous faire croire, mais il faut trouver un juste milieu quoi. Et ok, tu viens chez nous, on est une boîte engagée, tu viens aussi pour ça, donc tu acceptes des gagnements. Tu veux pas, ok, trouve autre chose. Va chez Facebook, ils te verront bien. D'autres réactions, partages, questions? Oui. Merci. Plutôt un partage d'expérience. Je travaille dans une entreprise agroalimentaire, une industrie agroalimentaire de la région, Nutri7, pour ceux qui connaissent. Je suis en communication, donc support étroit avec les services RH. Donc nous, on a un beau mandat qui est donc la raison d'être. On lutte contre la malnutrition pour les populations vulnérables, donc une entreprise familiale avec une belle histoire, qui a 30 ans, qui a trouvé un produit innovant pour lutter contre la malnutrition et avec des clients avec l'UNICEF, le Programme alimentaire mondial, qui fonctionne bien. Et on a aussi rencontré évidemment avec la pandémie pas mal d'interrogations en les avant en full présentiel. On est passé on commençait à parler de télétravail peu de temps avant le Covid, on était à 2 jours par mois, ridicule. Et on est passé, donc, évidemment, pendant les confinements en full télétravail.
Et là, on vient de faire passer 3 jours de télétravail par semaine. Et surtout, on a lancé une initiative interne en proposant aux volontaires, donc de tous les collaborateurs, de participer à ce qu'on appelle Ma vie à Nutri7, donc comment retrouver l'équilibre vie perso, vie pro. Et donc ça devait être une vingtaine de collaborateurs qui ont travaillé en collectif et proposé 70 idées. Donc 70 idées, aussi bien sur des thématiques, qui ont été proposées ensuite à la direction. La direction a dit oui à tout. Ok, on teste pendant 1 an. On les répartit sur 4 grands axes. Donc un axe temps, flexibilité temps, un axe bureau, flexibilité bureau. Des fois on est tous sur site, des fois moins, on s'agrandit. Un axe innovation managériale et un dernier axe, si je ne me trompe pas, non pardon, 2 axes, un dernier axe pour faire vivre le mandat. Donc toujours quand même continuer sur ces questions de raison d'être, et un 5e axe sur la gestion des pics de production, parce qu'on est industrie, on a aussi des collaborateurs qui fonctionnent en quart, en 7 sur 7, et on ne peut pas penser que, évidemment, aux collaborateurs des bureaux. Donc c'est 70 idées qui sont testées, des projets qui sont après, donc on a des sponsors, on a des testeurs, des personnes qui essayent de faire vivre chaque projet. Ça prend du temps, hein. C'est pas sur la première année, ça fait donc 1 an qu'on communique et qu'on fait avancer les projets. Mais c'est sûr que ça prend du temps, il faut prendre, certains le prennent, vraiment, s'obligent à prendre le temps pour travailler sur ça. Et on en vient à des nouvelles chartes, ces idées commencent à prendre vie, et c'est vraiment un lien c'est vraiment un gage de confiance, en tout cas, de la direction vers les collaborateurs. Et enfin, c'est une belle initiative, je trouve. Et comme vous disiez tout au début, c'est une entreprise plutôt sympa. On n'est pas sponsorisé, je précise, par c'est un très bon pitch commercial. Si vous voulez aller postuler, allez-y. Mais je trouve ça incroyable qu'ils vous laissent tester les 70 idées, en fait. C'est ouf. Trop bien. Oui, merci pour le partage, c'est très inspirant. Je voudrais rebondir parce que Nutri7 est une entreprise assez atypique, voilà. Mais moi, dans ce que je vois, vous parlez de la tech, mais le changement pour les entreprises dites traditionnelles, à la fois au niveau de l'industrie, de l'état d'esprit de l'entreprise elle-même et des candidats, parce qu'on parle beaucoup de réindustrialisation, mais on voit que l'image de l'industrie traditionnelle n'est pas très bonne pour les candidats. Donc il faudrait que l'industrie évolue et que les candidats veuillent postuler. Donc dans ce que vous proposez, c'est très intéressant, mais je sens que culturellement, quand même, dans une industrie traditionnelle, il y a un gros gap entre ce que vous présentez et la réalité. C'est très pertinent ce que tu dis, et du coup c'est ça, c'est mon biais, tu vois, aussi d'avoir travaillé dans les boîtes principalement dans le digital, donc forcément mon propos a été biaisé. Pour autant, tu vois, je pense que procurer une expérience candidat de qualité, ça s'applique à tous les jobs, dans tous les secteurs d'activité, dans tous les endroits du pays. Mon meilleur ami d'enfance, j'ai rencontré en 6e, il est dessinateur-projeteur, donc typiquement un métier que quand tu es développeur, tu sais pas ce que c'est un dessinateur projeteur potentiellement. Et tu vois, ce qu'il m'explique, c'est qu'il galère à son niveau parce que justement, il a des annonces qui donnent pas envie. En entretien, on lui dit qu'il n'a pas de niveau pour X raisons. Il a des process qui durent 3-4 mois. Et donc, du coup, en fait, ce qu'on a partagé, c'est valable en fait pour toute boîte, je pense. En effet, c'est plus simple quand tu as les moyens d'une boîte tech et que tu as les levées de fonds à plusieurs millions d'attirer des gens et de faire des salaires qui sont aussi plus hauts. Pour autant, voilà, je pense que on a un devoir quand on est employeur de procurer la meilleure expérience candidat possible. Plus on fait ça, en fait, plus on facilite notre vie dans tous les cas. Et les recruteurs et recruteuses des boîtes en question seront contents, je pense, qu'on fasse des choses bien et qu'on facilite nos vies qui sont des fois difficiles. Et tout le monde ne nous aime pas, en plus, t'es sur Google. Et pour répondre à ces enjeux aussi en complément sur l'industrie, on voit combien le recrutement peut être important, mais aussi l'intégration. Et je repense à un dirigeant d'une industrie agroalimentaire, dans des pics d'activité, à un moment donné, il y a presque autant d'intérimaires que de salariés sur des phases de pic d'activité. Là se pose la question de comment on intègre, comment se passe aussi le collectif, et finalement la qualité du pilotage des ressources humaines va devenir très très important pour fidéliser et attirer, parce que finalement ça rejoint les enjeux aussi de réputation de l'entreprise, de ce qui est une entreprise qui accueille, qui intègre. Après, il y a des sujets qui sont typiquement difficiles, sur lesquels
le dirigeant lui-même peut difficilement agir hein, sur des aspects conditions de travail qui sont difficilement changeables, je dirais. Après, il y a des leviers peut-être activés au niveau des branches. Enfin voilà, il y a différents leviers d'action. Dans tous les cas, voilà, il y a plusieurs leviers qui peuvent être des freins, je pense, au recrutement dans la partie industrie. Il y a la partie conditions de travail qui est un véritable levier. On est bon, il fait chaud dans cette salle. Hein. Tout le monde a envie de sortir pour ça. Mais sur ce sujet-là, est-ce que ça fait partie justement peut-être des bonnes pratiques aussi ou des voies d'amélioration, d'axes de travail possibles dans ces industries finalement? On parlait de sens, enfin, tous les gens d'AgroParisTech qui hier ont dit ou avant-hier ils veulent pas ça, bah, typiquement demain peut-être qu'ils se tourneront vers l'industrie. Quand tu vois des boîtes comme le site français par exemple qui ont réussi à recréer des jobs, former des gens à des métiers qui étaient disparus ou qui étaient partis au bout du monde, peut-être que en fait l'industrie est le futur et je crois que c'est le nom de ta boîte, c'est comment tu connais l'industrie, croyons en l'industrie. Ouais, non. L'industrie change le monde, tu vois. Mais voilà, et du coup, tu vois, en effet, peut-être que demain, l'industrie va vraiment changer le monde et qu'en fait, la tech va un peu baisser. Déjà, on n'aura peut-être plus les composants électroniques pour faire la tech, donc il n'y aura peut-être même plus d'ordinateurs. Et du coup, bah, l'industrie peut-être pourra remonter. Donc peut-être qu'en effet, c'est une phase de creux qui va redonner, comme tout dans la vie, c'est des vagues. Et pour juste illustrer sur d'autres secteurs, là c'est pas l'industrie, mais je pense à un échange que j'ai eu dernièrement, j'avais animé une session avec les centres des jeunes dirigeants, un boulanger, enfin voilà, il a 20 salariés, difficulté de recrutement aussi, et ben, il a repensé complètement les conditions de travail dans son laboratoire, parce qu'il travaillait 6 jours sur 7, et il s'est dit, bah, moi je vais lui proposer du 5 jours sur 7. Même les équipes elles-mêmes n'y croyaient pas, en se disant on va revenir sur le 6 sur 7 dès qu'il y aura des pics d'activité. Il s'y est tenu, et du coup son équipe est fidélisée, et voilà, sur son territoire il est aussi connu, ses conditions de travail sont reconnues, donc lui a moins de difficultés, voire même il a des candidats qui viennent spontanément vers lui. Donc, et dans son secteur d'activité, ça semblait impossible de faire ça. En fait, lui-même disait, il a fallu un œil, un regard extérieur pour prendre conscience qu'on peut faire bouger certaines lignes pour pouvoir ouvrir et finalement repenser plus globalement voilà, ces conditions de travail-là et améliorer l'expérience collaborateur et faire aussi qu'on fidélise et on arrive à recruter plus facilement. Juste une petite remarque sur l'industrie, je crois que c'est important également d'imaginer que l'industrie, il y a 20 ou 30 ans, ça ne doit plus être celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire de moderniser l'industrie et d'aller vers l'excellence opérationnelle va attirer forcément des jeunes talents parce que les conditions et les intérêts et l'implication des techniciens, en l'occurrence dans ces industries, va être valorisée. Si c'est pour les mettre à la chaîne et puis leur dire bah, voilà, tu fais ton taf de telle heure à telle heure et puis ciao, je pense que et aujourd'hui l'industrie qui recrute, c'est celle aussi qui va vers plus de responsabilité, l'intégration, on a parlé ce matin, mais de formation d'intégration avec de la VR, de la réalité mixte pour du changement de format. Enfin, il y a plein de choses. Aujourd'hui, la digitalisation industrielle, elle va forcément plus s'inspirer que la mécanisation d'il y a 30 ou 40 ans. Quoi. Enfin, peut-être qu'en effet, l'industrie est le futur et il est 15h30. En tout cas, aujourd'hui, c'est le futur avec Time for the Planet. C'est la suite dans le grand amphithéâtre. Donc, je ne travaille pas pour NWX, mais donc on retrouve en bas. Et avant d'avoir l'industrie, en effet, il faut d'abord qu'on soit dans un environnement qui reste dans de bonnes conditions. Et c'est de quoi nous parler Time for the Planet. Merci à vous toutes et tous. Merci à toutes et tous.